Elena est revenue après 3 ans de travail à l'étranger avec un seul désir, celui de serrer sa mère dans ses bras. Mais en arrivant à la maison, sa sœur lui dit que maman était partie vivre avec des cousines à la campagne et qu'il valait mieux ne pas la chercher. Pourtant, quelque chose dans cette histoire ne collait pas. Et c'est alors qu'Elena, désespérée de la retrouver, parcourut chaque recoin de la ville jusqu'à ce qu'elle voie sa mère dans une ruelle derrière le marché, fouillant dans les ordures avec ses mains tremblantes, cherchant désespérément quelque chose à manger. Bienvenue dans Histoire d'émotion. Avant de commencer, n'oublie pas de mettre un like et de nous laisser un commentaire pour nous dire de quel pays tu nous suis. Nous aimerions savoir d'où tu nous regardes. Nous suis-tu depuis le Mexique, l'Espagne, l'Argentine, la Colombie? Écris-le dans les commentaires. Le soir tombait lentement sur la ville tandis qu'Elena descendait du bus avec sa valise à roulettes et une boîte enveloppée de papier doré. À l'intérieur se trouvait un châle en cachemire couleur lavande qu'elle avait acheté dans une petite boutique à Paris en pensant aux épaules de sa mère, à quel point il lui irait parfaitement pour les soirées fraîches. 3 ans, 3 longues années à nettoyer des maisons, à s'occuper de personnes âgées, à travailler dans des restaurants, à économiser chaque centime pour pouvoir envoyer de l'argent à la maison et maintenant, enfin, revenir. Chaque pas dans les rues de sa ville natale ramenait une vague de souvenirs. Ici, elle avait appris à faire du vélo avec sa mère courant derrière elle. À ce coin, on achetait des viennoiseries chaudes le dimanche. Dans ce parc, sa mère la consolait quand son cœur était brisé. Tout lui rappelait sa mère, son sourire, sa voix, lui disant que tout irait bien. L'immeuble où elle avait grandi était toujours là, mais semblait plus gris, plus fatigué. La peinture des murs extérieurs s'écaillait par endroits et le jardin communautaire que sa mère soignait tant était envahi par les mauvaises herbes. Elena monta les escaliers le cœur battant dans sa poitrine. Chaque marche la rapprochait de l'étreinte qu'elle avait rêvée des milliers de fois pendant ses nuits solitaires à l'étranger. Elle imaginait ce moment encore et encore, elle sonnerait, entendrait les pas précipités de sa mère se dirigeant vers la porte, et lorsqu'elle s'ouvrirait, elle retrouverait ses bras qui avaient toujours été son refuge. Elle sonna 1, 2, 3 fois. Elle attendit, retenant son souffle, les mains tremblantes d'émotion. C'est Patricia, sa sœur cadette, qui ouvrit la porte, mais il n'y avait pas de sourire sur son visage, pas d'étreinte de bienvenue, pas de larmes de joie, seulement une expression gênée, presque contrariée, comme si Elena était une vendeuse importune et non sa sœur revenue après 3 ans. Elena dit sèchement sans bouger du seuil, « Patricia, combien tu m'as manqué » s'exclama Elena en essayant de l'embrasser, mais sa sœur fit un pas en arrière, les bras croisés sur sa poitrine. « Où est maman ? Est-elle en train de se reposer ? J'ai tant de choses pour elle. » La boîte avec le châle, regarde, c'est de Paris. Elle va adorer. Patricia soupira avec impatience, comme quelqu'un qui doit donner une explication qu'elle préférerait ne pas donner. Maman n'est pas ici. Elle est partie il y a environ 6 mois, dit-elle avec une froideur qui glaça le sang d'Elena. Elena sentit le sol se dérober sous ses pieds. Comment ça, elle est partie ? Où ? Pourquoi ne m'a-t-on pas prévenue ? Elle a dit qu'elle voulait aller vivre avec les cousines à la campagne. Tu sais comment elle est, toujours si dramatique, toujours à tout exagérer. Elle a dit qu'ici elle se sentait seule, que nous étions très indifférentes avec elle. Patricia parlait avec un ton d'agacement, comme quelqu'un qui répète une excuse déjà mémorisée et qu'elle a répétée tant de fois qu'elle y croit presque. Écoute, Elena, passe plutôt, il fait froid. Mais Elena ne bougea pas. Ses jambes semblaient de plomb et son esprit tentait de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Et pourquoi personne ne m'a prévenue ? Pourquoi tu ne m'as pas appelé ? Pourquoi tu ne m'as pas envoyé un message ? J'aurais pu revenir plus tôt. J'aurais pris le premier avion parce que maman ne voulait pas que tu le saches. Elle a dit que tu faisais ta vie là-bas et que tu ne devais pas t'inquiéter pour elle. En plus, tu étais très occupée avec ta nouvelle vie en Europe, répondit Patricia avec une pointe de ressentiment dans la voix. Quelque chose dans cette histoire n'avait aucun sens. Sa mère ne partirait jamais sans dire au revoir, sans au moins envoyer un message, sans dire où elle serait. Sa mère, qui lui envoyait des messages vocaux chaque semaine, qui lui envoyait des photos des fleurs du jardin, qui terminait toujours ses appels en disant « Tu me manques, ma petite fille. Reviens vite. » Cette même mère était simplement partie sans rien dire. Non, quelque chose ne collait définitivement pas.
Elena entra dans l'appartement en poussant doucement sa sœur et ce qu'elle vit la glaça. Tout avait changé. Les rideaux fleuris que sa mère avait cousus à la main pendant des semaines, point par point, n'étaient plus là. À leur place, des stores modernes beiges, froids et impersonnels. Le fauteuil où maman s'asseyait chaque après-midi pour regarder ses feuilletons tout en tricotant avait disparu, remplacé par un canapé en cuir noir semblant sorti d'un magazine de décoration. Les photographies familiales couvrant les murs, des décennies de souvenirs, anniversaires, diplômes, Noël, n'étaient plus là. Les murs étaient nus, peints d'un gris moderne contrastant brutalement avec le bleu ciel que sa mère aimait tant. Que s'est-il passé ici ? Où sont les affaires de maman ? Demanda Elena d'une voix tremblante, marchant dans le salon comme si elle se trouvait dans un lieu étrange et non dans la maison où elle avait grandi. Où est sa boîte à couture ? Où sont ses albums photos ? Où est le fauteuil à bascule de grand-mère ? C'est alors que Ricardo, le mari de Patricia, apparut depuis la cuisine avec une bière dans une main et la télécommande dans l'autre. Il portait un t-shirt de football et des chaussons. « Bonjour, belle-sœur, bienvenue », dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Écoute, ta sœur et moi avions besoin d'espace. Nous prévoyions d'agrandir la famille et devions faire des changements. Les affaires de ta mère étaient très vieilles, très démodées, alors nous les avons données à une église. De toute façon, elle a dit qu'elle ne voulait rien quand elle partirait. Elle a dit qu'elle voulait recommencer sans poids du passé. Nous avons donné ses affaires comme nous pouvions. » Elena sentait la colère et l'incrédulité se battre dans sa poitrine. Ces objets avaient une valeur sentimentale. La boîte à couture de grand-mère, ses albums photos, les nappes qu'elle avait elle-même brodées, les lettres que papa lui avait écrites avant de mourir. « Elena, ne viens pas maintenant nous faire sentir coupables, » interrompit Patricia brusquement, sa voix montant. « Nous sommes celles qui avons été ici à nous occuper de l'appartement, à payer les factures, à gérer tout. Toi, tu étais très à l'aise en Europe, vivant ta vie, découvrant des endroits, pendant que nous restions ici dans cette ville à tout supporter. Je travaillais pour vous envoyer de l'argent, » cria Elena, les larmes commençant à couler sur ses joues. « Chaque table, pour que vous puissiez mieux vivre, pour que maman n'ait à se soucier de rien. Je me cassais le dos à nettoyer des maisons, m'occuper d'enfants et de personnes âgées, faire des doubles journées. Et voilà comment on me remercie, en expulsant ma mère et en donnant ses affaires. » Patricia leva les yeux au ciel, ce geste si caractéristique qu'Elena se rappelait de son adolescence. Eh bien, maintenant elle a décidé de partir et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Si tu veux la chercher, fais comme tu veux. Mais je te préviens, il vaut mieux la laisser tranquille. Elle va bien là où elle est. Elle a probablement trouvé quelqu'un, tu sais, quelqu'un de son âge, un vieux du coin. Elle est mieux sans nous, crois-moi. Elena regarda sa sœur comme si elle était une étrangère. Qui était cette femme ? Où était la petite fille avec qui elle avait partagé une chambre pendant des années, avec qui elle avait joué aux poupées, avec qui elle avait partagé des secrets sous les couvertures? Comment avait-elle pu devenir quelqu'un d'aussi froid, calculateur, cruel, sans dire un mot de plus ? Elena prit sa valise et la boîte avec le châle en cachemire et quitta l'appartement en claquant la porte plus fort que nécessaire. Elle descendit les escaliers en trébuchant, les larmes brouillant sa vue. Une fois dans la rue, elle s'adossa au mur de l'immeuble et pleura comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. Les rues de la ville lui semblaient différentes maintenant, comme si un voile gris les avait recouvertes. Elena marcha sans but pendant des heures, se demandant où pouvait être sa mère. La première chose qu'elle fit fut d'appeler les cousines à la campagne. Elle composa le numéro de ses mains tremblantes. « Bonjour, tante Carmen. C'est Elena. Est-ce que ma maman est là avec vous ?» Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil. « Ta maman ? » ?»« Non, ma petite fille, ta maman n'est pas venue ici. Cela fait des mois que nous n'avons pas de ses nouvelles. La dernière fois que j'ai parlé avec elle, c'était pour son anniversaire en janvier et elle m'a dit qu'elle allait bien, qu'elle était avec toi et Patricia. » « Pourquoi ? Il s'est passé quelque chose ?» Elena raccrocha sans pouvoir répondre. Le mensonge de Patricia s'effondrait. Sa mère n'était pas chez les cousines. Alors, où était-elle ? Pendant les heures suivantes, Elena devint détective. Elle rendit visite aux voisines de l'immeuble, à Doña Rosa,
qui vivait au premier étage. Oh ma petite, quelle joie de te voir, mais ta maman ne vit plus ici. Un jour je l'ai vue partir avec 2 valises et elle n'est jamais revenue. Ta sœur m'a dit qu'elle était partie à la campagne, mais elle me manque beaucoup. C'était une si bonne voisine. Elle visita les amis de sa mère du groupe de prière. Sœur Elena, bienvenue. Ta maman a cessé de venir aux réunions il y a environ 8 mois. Au début, nous pensions qu'elle était malade, mais Patricia nous a dit qu'elle avait déménagé. Elle ne nous a laissé aucun numéro de téléphone. Elle alla à la mercerie où sa mère achetait fils et tissus. La propriétaire, une dame âgée nommée Donia Iné, l'accueillit avec surprise. Oh ma fille, je pensais ne plus jamais te revoir. Ta maman venait ici chaque semaine, mais elle a cessé de venir il y a longtemps. J'ai demandé à ta sœur quand je l'ai vue au marché et elle m'a dit que ta maman n'avait plus besoin de fils parce qu'elle était partie vivre à la campagne. J'ai voulu lui envoyer quelques pelotes en cadeau, mais elle ne m'a jamais donné d'adresse. Chaque réponse était comme une pièce d'un puzzle qui ne s'assemblait jamais. Sa mère avait disparu et personne ne savait vraiment où elle était. À la tombée de la nuit, épuisée, affamée et désespérée, Elena se dirigea vers le marché municipal, cet endroit animé rempli de vendeurs criant leurs offres, des odeurs de fruits frais, de poissons, d'épices. Cet endroit où sa mère l'emmenait enfant et lui achetait son jus d'orange préféré. Elle s'assit sur un banc près de l'entrée avec la boîte du châle encore entre les mains et se permit un moment de faiblesse. « Pourquoi, maman ? Où es-tu » murmurait-elle entre ses sanglots. Les gens passaient à côté d'elle. Certains la regardaient avec curiosité, d'autres avec compassion, mais personne ne s'arrêtait. C'est alors qu'une femme âgée, portant un tablier fleuri et un panier de légumes, s'approcha d'elle et lui toucha doucement l'épaule. « Petite, ça va ? As-tu besoin d'aide ?» Elena leva les yeux et vit des yeux bienveillants, remplis d'inquiétude sincère. « Non, madame, enfin, si. Je cherche ma mère. Je suis revenue de l'étranger après 3 ans et je ne la trouve pas. Ma sœur m'a dit qu'elle était partie à la campagne, mais personne ne l'a vue. C'est une dame âgée de 76 ans, toute mince. Elle portait toujours un pull bleu qu'elle avait tricoté elle-même et elle adorait les fleurs, surtout. » La femme fronça les sourcils, pensive. 76 ans, tu dis, mince, les cheveux gris attachés en tresse. Oui, exactement, répondit Elena avec une lueur d'espoir. L'avez-vous vue ? La femme soupira profondément et son expression devint triste. Je crois que oui, Mijita, mais je n'aime pas ce que je vais te dire. Il y a quelques semaines, peut-être un mois, je sortais tard du marché, presque la nuit. Je suis passée par l'allée derrière le marché, celle qu'ils utilisent pour sortir les poubelles. Et là, j'ai vu une vieille dame fouiller dans les sacs poubelles. Je me suis approchée parce que cela m'a paru terrible qu'une personne si âgée soit là. Je lui ai demandé si elle avait besoin d'aide et elle m'a dit qu'elle cherchait quelque chose à manger, qu'elle n'avait pas mangé depuis 2 jours. Je lui ai donné un peu de pain et un jus que j'avais dans mon panier. Elle m'a tellement remercié que cela m'a brisé le cœur. Je lui ai demandé où elle vivait et elle m'a dit nulle part, qu'elle dormait où elle pouvait. Je lui ai proposé de l'emmener dans un refuge, mais elle a refusé, disant qu'elle attendait quelqu'un. Elena sentit le monde s'arrêter. Où l'avez-vous vue ? Emmenez-moi, s'il vous plaît. Dans l'allée derrière le marché, là où se trouvent les conteneurs à ordures. Mais, Mijita, c'était il y a des semaines. Je ne sais pas si elle est encore là. Elena se leva d'un bond, prit sa valise et la boîte, et commença à courir vers l'arrière du marché. La femme la suivit, inquiète. L'odeur de l'allée était forte, un mélange de nourriture pourrie, d'humidité et de désespoir. Il y avait plusieurs grands conteneurs à ordures et des piles de sacs empilés. Elena commença à chercher désespérément, regardant derrière chaque conteneur, appelant « Maman, maman, es-tu là ?» Et alors, derrière le plus grand conteneur, dans un coin de l'allée, elle la vit. C'était une petite silhouette, voûtée, vêtue de plusieurs couches de vêtements sales et déchirés. Elle fouillait dans un sac poubelle avec des gestes lents et prudents, comme si elle cherchait un trésor. Ses mains, tremblantes et ridées, déplaçaient emballages et déchets. À côté d'elle, un petit sac en tissu où elle gardait apparemment ce qu'elle trouvait. Elena s'approcha lentement,
le cœur battant si fort qu'elle pensait qu'il allait sortir de sa poitrine. Lorsqu'elle fut assez proche, elle put la voir mieux sous la faible lumière. Ses cheveux gris, auparavant toujours propres et coiffés en une tresse soignée, étaient maintenant sales et emmêlés. Son visage était émacié, avec des pommettes marquées par la faim. De profondes cernes sous ses yeux et des lèvres gercées. Les vêtements qu'elle portait n'étaient pas les siens, trop grands, probablement des dons qu'elle avait trouvés ou que quelqu'un lui avait donnés. Mais ce qui brisa le plus le cœur d'Helena, ce furent ses mains. Ses mains qu'il avait caressées enfant, qui avaient cuisiné des milliers de repas pour elle, qui avaient tricoté des pulls et des couvertures avec amour, étaient maintenant sales, les ongles cassés, fouillant dans les poubelles. « Maman » murmura Helena d'une voix brisée. La femme s'arrêta brusquement, mais ne leva pas la tête. Elle resta immobile, comme un animal effrayé qui ne sait pas s'il doit fuir ou rester. « Maman, c'est moi, Helena, ta fille. Je suis revenue. Je suis venue pour toi. » Lentement, très lentement, la femme leva la tête. Ses yeux, enfoncés dans leurs orbites, regardèrent Helena sans la reconnaître au début. Il y avait de la confusion dans son regard, de la peur, de l'incrédulité. Helena murmura d'une voix rauque comme si elle n'avait pas parlé depuis des jours. « Ma Helena, ma petite fille partie si loin. »« Oui, maman, c'est moi, » répondit Helena en s'agenouillant devant elle, sans se soucier que le sol soit sale et humide. « C'est moi. Je t'ai cherché partout. » Sa mère la regarda fixement, comme si elle essayait de s'assurer que ce n'était pas un rêve, que ce n'était pas une hallucination causée par la faim et la fatigue. Elle leva une main tremblante et toucha le visage d'Helena avec tendresse, laissant une petite trace de saleté sur sa joue. « Je pensais ne jamais te revoir, » dit-elle d'une voix brisée. « Je pensais que tu m'avais oublié comme tous les autres. »« Jamais, maman, je ne t'oublierai jamais. » « Que s'est-il passé ? Pourquoi es-tu ici ?» Les larmes commencèrent à rouler sur les joues sales de sa mère, laissant des sillons propres sur sa peau. « Patricia m'a chassée, ma petite. Elle m'a dit qu'il n'y avait plus de place pour moi dans cette maison, qu'ils avaient besoin d'espace pour eux. J'ai essayé de ne pas être un problème. Vraiment, j'ai essayé. Je me faisais petite dans mon coin. Je ne faisais pas de bruit, je cuisinais ma propre nourriture, mais rien n'était suffisant. Un jour, Ricardo m'a dit qu'il était temps que je parte, que j'avais déjà été un fardeau suffisant. Mais maman, je leur envoyais de l'argent chaque mois. De l'argent pour que vous viviez bien, pour que rien ne vous manque. » Sa mère baissa la tête, honteuse. Il me donnait un peu pour mes médicaments, mais disait qu'ils épargnaient le reste pour ton retour. Je n'ai jamais su combien tu envoyais. Je leur faisais confiance. C'était ma famille. Helena sentit une rage brûlante dans sa poitrine, mais la maîtrisa. Maintenant, l'important n'était pas la colère, mais sa mère. « Et alors, que faisais-tu ? Où es-tu allé ? » Je suis partie avec mes 2 valises. Je pensais aller chez les cousines, mais en chemin, on m'a volé. On m'a pris tout, l'argent que j'avais économisé, mes documents, même la photo que j'avais de toi et de ton père. Ils m'ont laissé avec seulement les vêtements que je portais. J'ai essayé d'aller dans un refuge, mais ils étaient pleins. J'ai dormi dans le parc quelques jours, mais la police me chassait. Alors je me suis retrouvée ici, dans cette ruelle. Parfois, les gens du marché me donnent à manger, mais pas toujours. Alors je cherche ici, dans les poubelles. Parfois je trouve du pain encore bon, des fruits un peu abîmés. Depuis combien de temps es-tu comme ça, maman ? Je ne sais pas, Mijita. J'ai perdu le compte des jours. Parfois j'ai l'impression que ça fait des années. Parfois, c'est comme si c'était hier que je suis partie de la maison. Helena ne put plus se retenir. Elle serra sa mère de toutes ses forces, sentant les os fragiles sous les vêtements, respirant l'odeur âcre d'un corps non lavé depuis des jours, mais sans se soucier de rien. « Je suis désolée, maman, je suis tellement désolée. J'aurais dû revenir plus tôt. J'aurais dû insister pour te parler. J'aurais dû me rendre compte que quelque chose n'allait pas, non, Mijita, tu vivais ta vie comme il le fallait. Je ne voulais pas t'inquiéter. C'est pour cela que j'ai demandé à Patricia de ne rien te dire. Je ne voulais pas que tu quittes ton travail, tes opportunités pour une vieille comme moi. Ne dis pas ça.
Ne dis jamais ça. Tu es la chose la plus importante pour moi. Tu es ma mère. Maintenant, nous allons sortir d'ici et je vais prendre soin de toi comme tu as pris soin de moi toute ma vie. La mère d'Elena commença à sangloter, libérant des années de douleur, d'abandon et d'humiliation. Elena la tint, la berçant doucement, comme sa mère le faisait pour elle quand elle était enfant et avait des cauchemars. La femme qui les avait aidés s'approcha, les larmes aux yeux, et leur offrit son manteau pour couvrir la mère d'Elena. « Que Dieu vous bénisse, mes petites. C'est ce dont nous avons besoin dans ce monde, plus d'amour, plus de famille. » Elena aida sa mère à se lever. Elle était si légère qu'on aurait dit que le vent pouvait l'emporter. Elles marchèrent lentement hors de la ruelle, laissant derrière elles ce lieu de désespoir. « Je vais t'emmener dans un endroit sûr, maman, un hôtel où tu pourras te laver, manger quelque chose de chaud, te reposer. » « Et le châle ?» demanda sa mère d'une voix faible, en pointant la boîte qu'Elena avait laissée tomber au sol en la serrant dans ses bras. « Ah, le châle est pour toi, maman. Je te l'ai apporté de Paris. Il est en cachemire, doux et chaud. Comme je n'ai plus froid, ma petite. Maintenant que tu es ici, je n'ai plus froid. » Elena ramassa la boîte et prit sa mère par le bras, la soutenant fermement en marchant vers la rue principale. Elle trouva un taxi et demanda au chauffeur de les conduire à l'hôtel le plus proche. Le chauffeur les regarda dans le rétroviseur avec une expression mêlée de curiosité et de compassion, mais ne posa pas de questions. À l'hôtel, la réceptionniste regarda la mère d'Elena avec désapprobation, clairement agacée par son apparence. Elena sortit sa carte de crédit et dit fermement « Une chambre avec 2 lits, s'il vous plaît, et j'ai besoin qu'on m'apporte immédiatement de la nourriture chaude, soupe, pain, thé chaud, ce que vous avez. J'ai aussi besoin de vêtements propres, taille petite pour une dame âgée. » La réceptionniste, voyant qu'Elena pouvait payer, changea immédiatement d'attitude. « Oui, mademoiselle. » Elles montèrent immédiatement dans la chambre. Elle était simple mais propre, avec 2 lits, une salle de bain privée et une fenêtre donnant sur la rue. Elena emmena sa mère à la salle de bain et ouvrit la douche. « Je vais t'aider à te laver, maman. »« Non, Mijita, tu n'as pas à faire ça. Je suis déjà vieille. »« Maman, tu m'as lavé pendant des années quand j'étais enfant. Maintenant c'est mon tour. » Avec une patience et une tendresse infinie, Elena aida sa mère à enlever ses vêtements sales. Ce qu'elle vit la laissa sans souffle. Sa mère était sur les os. On pouvait compter ses côtes. Sa colonne vertébrale ressortait de manière alarmante. Elle avait des ecchymoses sur les bras et les jambes, probablement à force de rester allongée ou de dormir par terre. Sa peau était sèche et craquelée, mais Elena ne laissa pas sa mère voir son choc. Elle ouvrit simplement l'eau tiède et aida sa mère à se glisser sous le jet. Elle prit le savon et commença à la laver avec précaution, retirant les couches de saleté, de honte, de douleur. L'eau qui tombait au sol était sombre au début, mais peu à peu elle s'éclaircissait. Elle lava les cheveux de sa mère, démêlant les nœuds avec patience, massant son cuir chevelu. Sa mère ferma les yeux et laissa échapper un soupir qui semblait porter le poids de mois de souffrance. Lorsqu'elles eurent terminé, Elena enveloppa sa mère dans une serviette douce et l'aida à s'essuyer. Elle lui mit un peignoir de l'hôtel et la fit asseoir sur une chaise. On frappa à la porte. C'était le service de chambre avec un plateau de nourriture et un sac de vêtements propres que l'hôtel avait récupéré dans sa boutique de souvenirs. Elena servit à sa mère un bol de soupe chaude. « Et tiens, maman. » Peu à peu, sa mère prit la première cuillerée et ferma les yeux, la savourant comme si c'était le mets le plus exquis du monde. Elle mangea lentement, très lentement, car son estomac avait été vide si longtemps qu'il ne pouvait accepter beaucoup de nourriture d'un coup. Elena l'observait, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Après avoir mangé, sa mère se coucha sur le lit propre avec des draps doux et des oreillers moelleux. Elle semblait être arrivée au paradis. « Ma petite, » dit-elle d'une voix douce. « Oui, maman. Je n'arrive pas à croire que tu sois réelle. J'ai peur de fermer les yeux et de découvrir que tout cela est un rêve. C'est réel, maman. Je suis là et je ne vais nulle part. Je te le promets. Peux-tu me pardonner de ne pas avoir été plus forte? Pour ne pas avoir pu me défendre quand ils m'ont chassée, pour finir à fouiller dans les poubelles comme un animal. » « Maman, »
Écoute-moi bien. La seule à devoir demander pardon ici, c'est moi, pour ne pas avoir été là, pour ne pas m'être rendu compte de ce qui se passait. Tu n'as rien à te reprocher. Tu es la femme la plus forte que je connaisse, mais j'ai besoin que tu me racontes tout. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Et ainsi, dans cette chambre d'hôtel, avec la ville illuminée à travers la fenêtre, la mère d'Elena commença à raconter toute son histoire. Elle expliqua qu'après le départ d'Elena pour l'Europe, Patricia avait épousé Ricardo. Au début, elle vivait dans un autre appartement, mais quand ils ont eu des problèmes d'argent, elle leur a demandé de déménager dans l'appartement familial. Elle pensait que ce serait agréable, qu'elles auraient de la compagnie mutuelle. Les premiers mois furent bons, elles cuisinaient ensemble, regardaient des films, riaient. Mais peu à peu, les choses changèrent. Ricardo commença à faire des remarques sur combien elle dépensait en nourriture, en électricité, en eau. Patricia commença à s'énerver quand elle recevait des amis de son groupe de prière. Un jour, ils lui dirent qu'ils avaient besoin d'intimité et qu'il valait mieux qu'elle reste dans sa chambre lorsqu'ils étaient à la maison. Ensuite, ils lui interdirent d'utiliser le salon, disant que c'était leur espace. Puis, ils lui interdirent d'utiliser la cuisine pendant qu'ils mangeaient, qu'elle devait attendre qu'ils aient terminé. Ils lui retirèrent la clé de l'appartement en disant que c'était pour sa sécurité, qu'il y avait beaucoup de vols, mais en réalité c'était pour la contrôler, savoir exactement quand elle sortait et revenait. Ils commencèrent à vendre ses affaires. D'abord celles qu'ils jugeaient sans valeur, sa vieille radio, son rocking chair, ses livres. Quand elle protestait, ils disaient qu'ils avaient besoin d'argent, qu'ils l'aidaient à se détacher des choses matérielles. Quand elle atteignit son 76e anniversaire, personne ne s'en souvenait, pas un appel, pas un câlin, rien. Elle pleura toute la journée dans sa chambre. Ce fut alors qu'elle comprit qu'elle n'était plus la bienvenue dans sa propre maison. La goutte qui fit déborder le vase fut quand Patricia lui annonça qu'ils étaient enceintes et avaient besoin de sa chambre pour le bébé, qu'il valait mieux qu'elle aille vivre ailleurs. Elle demanda avec quel argent, puisqu'elle n'avait plus rien. Patricia lui donna 500 pesos et lui dit qu'avec ça, elle pouvait aller chez les cousines ou chercher une pension bon marché. Ce même jour, Ricardo emballa 2 valises avec ses affaires et les posa à la porte. Il n'y eut ni discussion, ni adieu, ils la chassèrent simplement comme une poubelle. Elle prit ses valises et partit sans savoir où aller. Elle marcha pendant des heures jusqu'à ce que ses pieds la fassent souffrir. Elle s'assit dans un parc pour se reposer et c'est là qu'on la vola. Un jeune homme lui arracha son sac et s'enfuit. Elle cria, mais personne ne l'aida. Dans ce sac, il y avait tout, son argent, ses documents, ses souvenirs. Elle tenta de le signaler à la police, mais sans identification, on ne la prit pas au sérieux. Depuis ce jour, sa vie dans les rues commença. Au début, elle pensait que ce serait temporaire, qu'elle trouverait de l'aide, que quelqu'un aurait pitié d'elle. Mais la ville est cruelle avec ceux qui n'ont rien. Les refuges étaient pleins. Les églises lui donnaient de la nourriture 1 fois par jour, mais n'avaient pas de place pour qu'elle dorme. Alors elle apprit à survivre. Elle apprit où étaient les meilleurs conteneurs, à quelle heure les restaurants jetaient leur nourriture, quels étaient les endroits les plus sûrs pour dormir. Il y avait des nuits où elle pleurait jusqu'à s'endormir, des nuits où elle pensait qu'il vaudrait mieux mourir, mais il y avait toujours quelque chose qui la maintenait en vie, l'espoir qu'un jour sa fille Elena reviendrait et la retrouverait. Elena écoutait le cœur brisé en 1000 morceaux. Chaque mot de sa mère était un coup de poignard dans sa poitrine. Et tu n'as jamais essayé de me contacter, jamais essayé de trouver un moyen de m'avertir. Sa mère baissa les yeux, honteuse. Comment te dire que ta propre sœur m'avait mise à la porte? Comment te dire que je fouillais dans les poubelles pour manger? Je ne voulais pas que tu portes cette culpabilité, cette douleur. Tu étais en train de construire une meilleure vie là-bas. Je ne pouvais pas te la gâcher. De plus, je n'avais pas de téléphone, aucun moyen de t'appeler, et même si je l'avais eu, j'avais trop honte. Une mère doit protéger ses enfants, pas devenir un fardeau pour eux. Maman, tu n'as jamais été un fardeau. Jamais. Et tu aurais dû me le dire, je serais revenue dans le premier avion, j'aurais tout laissé pour toi, parce que sans toi, rien de ce que j'ai là-bas n'a de valeur. Maintenant je vais prendre soin de toi, je vais te remettre sur pied, et ensuite nous déciderons ensemble de ce que nous allons faire. Mais d'abord, tu dois te reposer, reprendre des forces.
Sa mère ferma les yeux et s'endormit en quelques minutes, épuisée par le poids de son récit, mais soulagée d'avoir pu se libérer de ce secret qu'elle portait depuis des mois. Elena resta assise à côté d'elle, l'observant dormir, lui caressant les cheveux désormais propres. À un moment de la nuit, Elena s'endormit aussi sur la chaise, tenant la main de sa mère. Les jours suivants furent de récupération lente mais constante. Elena emmena sa mère à l'hôpital. Les médecins furent horrifiés par son état: malnutrition sévère, déshydratation chronique, anémie avancée, début de pneumonie après avoir dormi dans le froid et l'humidité, arthrite aggravée, ulcère au pied après tant de marches avec des chaussures usées. La liste des maladies était longue et déchirante. On la garda à l'hôpital une semaine pour la stabiliser et lui donner les nutriments dont son corps avait désespérément besoin. Elena ne la quitta pas un instant. Elle dormait sur une chaise à côté de son lit, lui donnait à manger à la main, lui lisait des livres à voix haute, lui chantait les chansons qu'elle lui chantait enfant. Peu à peu, sa mère retrouva de la couleur dans ses joues. Ses yeux, auparavant ternes et sans vie, retrouvèrent de l'éclat. Sa voix, autrefois faible et rauque, devint plus forte. Lorsqu'on la renvoya, Elena avait trouvé un petit appartement meublé dans un quartier calme. Pas grand, seulement 2 pièces, une cuisine et un petit salon, mais avec beaucoup de lumière naturelle et une terrasse où sa mère pouvait s'asseoir au soleil. Elena l'avait décoré avec des choses simples mais jolies, des rideaux fleuris comme ceux que sa mère avait d'avant, des plantes en pot, des photos qu'elle avait pu récupérer grâce à des amis de sa mère. Le jour où elle amena sa mère dans le nouvel appartement, elle vit quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Sa mère souriait vraiment. « C'est magnifique, ma petite. Nous allons vraiment vivre ici. »« Oui, maman. C'est notre nouveau chez nous. Et personne, écoute bien, personne ne te chassera jamais d'ici. » Sa mère parcourut chaque recoin de l'appartement avec admiration, touchant les rideaux, sentant les fleurs, regardant par la fenêtre. Quand elle arriva dans sa chambre et vit le lit avec des draps lavande, sa couleur préférée, elle éclata en sanglots. « Je pensais que je ne dormirais plus jamais dans un lit, » confessa-t-elle. « Je pensais mourir dans cette ruelle, mais Dieu est bon, ma petite. Il m'a envoyé un ange, et cet ange, c'est toi. » Elena trouva du travail comme traductrice freelance, profitant des 3 langues qu'elle avait apprises en Europe. Elle travaillait de chez elle pour pouvoir rester proche de sa mère. Elle ne gagnait pas autant qu'en Europe, mais c'était suffisant pour vivre dignement, payer le loyer, la nourriture, les médicaments de sa mère, et même quelques petits plaisirs, comme les fleurs fraîches qu'elle achetait chaque semaine. Chaque après-midi, quand elle finissait son travail, Elena allait au marché et cherchait toujours, sans faute, des lavandes, les fleurs préférées de sa mère. Si elle n'était pas là, elle prenait des marguerites blanches ou des roses roses, mais toujours quelque chose qui illuminait la maison et apportait de la joie à sa mère. Peu à peu, sa mère redevenait elle-même. Elle reprit du poids, sa peau retrouva un aspect sain, ses cheveux poussèrent et elle les tressait chaque matin comme avant. Elle reprit sa passion pour le tricot et commença à faire des écharpes, bonnets et couvertures. Certaines étaient offertes aux voisines, d'autres vendues dans une boutique d'artisanat local, et l'argent qu'elle gagnait, elle le mettait dans un bocal en verre, se sentant utile et productive. Elle retrouva son groupe de prière et ses amis l'accueillirent avec des larmes de joie. Elle recommença à cuisiner, remplissant l'appartement des odeurs qu'Elena avait tant manqué pendant ses années en Europe, les empanadas du dimanche, le riz au lait du mercredi, la soupe de lentilles qui guérissait toute tristesse. La maison retrouva vie, amour et rire. Mais Elena savait qu'elle devrait affronter un jour sa sœur Patricia. Pendant 3 mois, elle n'avait eu aucun contact avec elle. La colère qu'elle ressentait était si grande qu'elle savait que si elle la voyait maintenant, elle ne pourrait pas se contrôler. Mais sa mère, avec cette sagesse que donnent les années et la souffrance, en parlait de temps en temps. « Elena, je sais que tu es en colère contre ta sœur. Moi aussi je l'ai été, mais la rancune est comme un poison, ma petite, elle te tuera de l'intérieur. Je ne te dis pas de la pardonner maintenant, je ne te dis pas d'oublier ce qui s'est passé, mais au moins parle-lui, décharge ce que tu ressens, et avec le temps, peut-être trouveras-tu la paix. Je ne sais pas si je peux, maman. Ce qu'elle t'a fait est impardonnable. Comment ont-ils pu te chasser ainsi? Comment ont-ils pu garder l'argent que j'envoyais pour toi? C'est impardonnable. Peut-être que oui, mais si tu ne parles pas avec elle,
si tu ne fermes pas ce chapitre, il restera ouvert, saignant pour toujours. Et toi, tu mérites la paix, ma petite. Tu mérites de vivre sans ce fardeau. » Enfin, après mûre réflexion, Elena envoya un message à Patricia. Il était court et direct: « J'ai besoin de te voir. Je sais toute la vérité. Nous devons parler. » Elles se retrouvèrent dans un café neutre, loin du quartier où elles avaient grandi. Elena arriva la première, commanda un café qu'elle ne toucha pas et attendit. Patricia arriva 10 minutes en retard, nerveuse, avec de profondes cernes, plus minces que ce dont Elena se souvenait. Elle s'assit en face de sa sœur sans la regarder dans les yeux. « Que veux-tu, Elena ?» demanda-t-elle d'une voix qui essayait de paraître défiée, mais qui se brisa. « Je veux que tu me dises la vérité, toute la vérité. Pourquoi as-tu chassé maman? Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi as-tu gardé l'argent que j'envoyais pour elle ?» Patricia se mordit la lèvre. Ses mains tremblaient autour de la tasse de café qu'elle avait commandée. « Ce n'était pas mon intention que les choses aillent si loin, » commença-t-elle d'une voix basse. « Ah non, ce n'était pas ton intention de la jeter à la rue, pas ton intention qu'elle finisse à fouiller dans les poubelles. Elena, tu ne comprends pas. Tout était si compliqué. Ricardo et moi traversions des problèmes financiers. Il avait perdu son travail. Nous avions des dettes. Maman était là, dans ce grand appartement, prenant de la place, dépensant pour la lumière, l'eau, la nourriture, et toi, tu envoyais de l'argent. Oui, mais ce n'était pas suffisant pour tous. Ce n'était pas suffisant. Alors tu as décidé que maman était le problème. Tu as décidé que la solution était de te débarrasser d'elle. Je ne me suis pas débarrassée d'elle, cria Patricia, attirant l'attention des autres personnes dans le café. Elena se pencha en avant, sa voix basse mais pleine de fureur contenue. Tu l'as chassée de sa propre maison, tu lui as pris ses affaires, tu lui as donné 500 pesos et tu l'as envoyée à la rue. Tu sais où je l'ai trouvée? Dans une ruelle, Patricia, dans une ruelle, parmi les poubelles, à chercher de quoi manger. Notre mère, la femme qui nous a donné la vie, qui a travaillé à 2 emplois pour que nous puissions étudier, qui veillait sur nous quand nous étions malades, je l'ai trouvée dans les poubelles. Les larmes commencèrent à couler sur les joues de Patricia. Je sais, et je me déteste pour ça chaque jour. Tu crois que je peux dormir la nuit? Tu crois que ces images ne me hantent pas? Après qu'elle soit partie, chaque fois que je voyais un sans-abri dans la rue, je me demandais si c'était elle. Chaque fois que je voyais quelqu'un fouiller dans les poubelles, je mourais de l'intérieur. Et pourquoi ne l'as-tu pas cherché? Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité? Parce que j'avais peur. Peur de ce que tu découvrirais. Peur de perdre ce peu que j'avais. L'argent que tu envoyais était devenu notre salut. Et je me suis convaincue que maman allait bien, qu'elle avait trouvé un endroit où rester. Je me suis menti à moi-même pour pouvoir vivre avec ce que j'avais fait. Patricia pleurait maintenant ouvertement. Les gens les regardaient, mais Elena n'en avait rien à faire. Tu sais ce qui me fait le plus mal, continua Elena. Ce n'est pas seulement ce que tu as fait à maman, c'est que tu m'as volé 3 ans avec elle. 3 ans où j'aurais pu être là, prendre soin d'elle, l'aimer, 3 ans que je ne récupérerai jamais et tout ça parce que tu es égoïste et lâche. Tu as raison, admit Patricia, la tête baissée. Tu as totalement raison. Je suis égoïste, je suis lâche et si je pouvais revenir en arrière et changer ce que j'ai fait, je le ferais, mais je ne peux pas et maintenant je dois vivre avec ça pour toujours. Et Ricardo, où est-il dans tout ça? Il est parti, répondit Patricia avec amertume. Quand les choses ont empiré, quand il n'y avait plus d'argent de ta part pour nous soutenir, il est simplement parti. Il m'a laissé avec toutes les dettes, avec l'appartement que je ne peux pas payer. Sans maman là, sans l'argent que tu envoyais, il ne restait rien pour le retenir avec moi. Et maintenant je suis seule, complètement seule. Eh bien, peut-être comprends-tu un peu ce que maman a ressenti quand tu l'as abandonnée. Elena se leva pour partir, mais Patricia la saisit par le bras. Et s'il te plaît, Elena, laisse-moi la voir. Laisse-moi lui demander pardon. J'ai besoin de lui dire que je suis désolée. Elena la regarda durement. Ce n'est pas à moi que tu dois prouver quelque chose, c'est à elle, et elle est en train de se remettre de ce que tu lui as fait.
Quand elle sera prête, si jamais elle l'est, je te le ferai savoir. Mais si ça ne dépend que de moi, tu ne t'approcheras plus jamais d'elle. Elena se dégagea de l'emprise de sa sœur et sortit du café. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, sa mère l'attendait dans le salon, en train de tricoter une couverture turquoise. « Comment ça s'est passé avec ta sœur ?» demanda-t-elle doucement. Elena s'assit à côté d'elle et lui raconta tout. Sa mère écouta en silence, ses aiguilles bougeant rythmiquement tout en absorbant chaque mot. Quand Elena eut fini, sa mère posa son tricot et la regarda fixement. « Je veux la voir, dit-elle simplement. « Quoi ? Maman, tu ne peux pas être sérieuse. Après tout ce qu'elle t'a fait. » Justement, répondit sa mère. Elena, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers mois. J'ai prié, médité et je me suis rendu compte d'une chose, si je continue à garder rancune contre ta sœur, elle a toujours du pouvoir sur moi, elle continue de contrôler mes émotions, mes pensées, et je ne veux pas ça. Je veux être libre, et la seule façon d'être libre, c'est de pardonner. Mais maman, elle ne mérite pas ton pardon. Le pardon n'est pas pour celui qui le reçoit, ma petite, il est pour celui qui le donne. Je ne la pardonne pas parce qu'elle le mérite, je la pardonne parce que j'ai besoin de paix. Parce que je veux vivre le reste de mes jours sans ce poids sur le cœur. Et parce qu'au final, malgré tout, elle reste ma fille, et une mère n'arrête pas d'aimer ses enfants, même lorsqu'ils la déçoivent profondément. Elena ne comprenait pas comment sa mère pouvait être si compatissante après tout ce qu'elle avait souffert, mais elle respecta sa décision. Elles organisèrent une rencontre pour la semaine suivante dans l'appartement. Le jour arriva et Patricia se présenta à la porte avec un bouquet de lavande, les fleurs préférées de sa mère, les yeux gonflés d'avoir trop pleuré. Elena ouvrit la porte, mais ne l'invita pas à entrer immédiatement. « Si tu la blesses encore, si tu lui dis quelque chose qui la fait souffrir, je te jure que je ne me retiendrai pas, compris ?» Patricia hocha la tête, incapable de parler, et elles entrèrent dans le salon où leur mère était assise dans son fauteuil préféré, un nouveau qu'Elena lui avait acheté. Quand elle vit Patricia, elle posa son tricot et se leva lentement. Patricia resta figée dans l'entrée, regardant sa mère. Elle avait l'air beaucoup mieux que la dernière fois qu'elle l'avait vue. Elle avait repris du poids, sa peau brillait, ses cheveux étaient propres et tressés. Mais Patricia pouvait aussi voir les cicatrices invisibles, la douleur dans ses yeux, les nouvelles rides que la souffrance avait gravées sur son visage. « Maman », murmura Patricia avant de tomber à genoux et de commencer à sangloter de manière incontrôlable. « Je suis désolée, je suis tellement désolée. Il n'y a pas de mots pour exprimer combien je suis désolée. J'ai été horrible avec toi. Je t'ai traité comme si tu ne valais rien alors que tu es tout. Je t'ai chassé de ta propre maison, je t'ai laissé seule, j'ai gardé l'argent qui était pour toi et à cause de moi, tu as souffert de choses que personne ne devrait subir. Si je pouvais changer le passé, je le ferais, mais je ne peux pas. Et maintenant, je dois vivre avec cette culpabilité pour le reste de ma vie. » Sa mère s'approcha lentement et s'agenouilla à côté de Patricia, prenant son visage entre ses mains. « Regarde-moi, Patricia. » Patricia leva les yeux, le visage trempé de larmes. « Je te pardonne, » dit simplement sa mère. Ces mots tombèrent sur Patricia comme une vague, et elle pleura encore plus fort, serrant sa mère désespérément. « Je ne mérite pas ton pardon, je suis une horrible personne. Je ne mérite rien de toi. » « Peut-être pas, » admit honnêtement sa mère, « mais je choisis de te le donner quand même, parce que rester en colère, garder rancune, ça ne fait de mal qu'à moi. J'ai assez souffert, ma petite. Maintenant je veux la paix. Maintenant je veux vivre dans l'amour, pas dans l'amertume. Mais tu dois comprendre quelque chose, pardonner ne signifie pas que ce que tu as fait est bien. Ça ne signifie pas que je vais oublier. Ça ne signifie pas que notre relation redeviendra comme avant. Les choses ont changé. Tu as changé, et les conséquences de tes actes resteront ici pour toujours. » Je sais, répondit Patricia entre ses sanglots. Je n'attends pas que les choses redeviennent comme avant. J'espère seulement qu'un jour je pourrai te montrer que j'ai changé, que je travaille pour être une meilleure personne. C'est ce que j'espère, Patricia, car si j'ai appris quelque chose de tout ça, c'est que la famille n'est pas seulement le sang, c'est l'amour, le respect, le soin.
Et quand ces choses se brisent, il faut beaucoup de travail pour les réparer. Je suis prête à faire ce travail, maman, tout le travail nécessaire. Sa mère acquiesça et l'aida à se relever. Elles s'assirent toutes les trois dans le salon dans un silence gênant au début, qui se fit progressivement plus doux. Patricia raconta comment Ricardo l'avait quittée, comment elle luttait pour sortir de ses dettes, comment elle avait commencé la thérapie pour comprendre pourquoi elle avait agi ainsi. Le thérapeute m'a dit que j'avais développé une sorte de ressentiment envers maman, expliqua Patricia difficilement, que je sentais qu'elle attirait toute l'attention, que j'avais toujours été la fille du milieu, celle que personne ne remarquait. Et quand j'ai eu le pouvoir, quand j'ai eu le contrôle, je l'ai utilisé de la pire manière possible. Je l'ai utilisé pour me venger de quelque chose qui n'existait que dans ma tête. Parce que maman ne m'a jamais fait de mal. Jamais. Oui, je t'ai vue, Patricia, dit doucement sa mère. Je t'ai toujours vue. Peut-être pas de la manière dont tu avais besoin, mais je t'ai vue. Et si j'ai échoué à te faire sentir aimée, je m'en excuse profondément. Non, maman, l'interrompit Patricia. Tu n'as rien à te reprocher. Rien. C'est entièrement de ma faute. La rencontre dura plusieurs heures. Il y eut des larmes, des mots difficiles, des silences lourds. Mais à la fin, lorsque Patricia partit, il y avait quelque chose de différent dans l'air. Ce n'était pas une réconciliation complète, ce n'était pas comme si rien ne s'était passé, mais c'était un début, un premier petit pas vers la guérison. Dans les mois qui suivirent, Patricia commença à leur rendre visite toutes les 2 semaines. Au début, elle restait seulement 1 heure, puis 2, puis un après-midi entier. Elle aidait pour les courses, apportait des fleurs, parfois cuisinait pour elle. Elle ne parlait pas beaucoup du passé, c'était encore trop douloureux. À la place, elle construisait de petits moments nouveaux. Un après-midi, alors qu'elles prenaient toutes les 3 le thé sur la terrasse, la mère d'Elena et Patricia leur dit quelque chose qui les surprit. « J'ai pensé à faire quelque chose avec mon histoire. »« Que veux-tu dire, maman ?» demanda Elena. « Je veux aller dans les refuges, les centres communautaires et parler à d'autres personnes âgées, leur raconter mon histoire, leur dire qu'elles ne sont pas seules, qu'il y a de l'espoir, qu'elles peuvent survivre. Je veux que ma souffrance serve à quelque chose de bon. »« Maman, tu n'as pas à faire ça, » dit Patricia d'une voix brisée. « Et tu n'as pas à revivre cette douleur. »« Ce n'est pas une obligation, » répondit sa mère. « C'est un choix. J'ai passé des mois à me sentir invisible, comme si je ne valais rien, mais maintenant je sais que ma vie a de la valeur, que mon histoire a de la valeur. Et si je peux utiliser ce que j'ai vécu pour aider ne serait-ce qu'une personne, alors tout aura valu la peine. » Et c'est ce qu'elle fit. Avec l'aide d'Elena, sa mère commença à visiter des refuges et des centres pour personnes âgées. Elle racontait son histoire avec une honnêteté brutale, sans cacher les détails douloureux. Elle parlait des nuits froides, de la faim, du désespoir, mais aussi de l'espoir, de la foi qui l'avait maintenue en vie, de l'amour qui l'avait sauvée. Son histoire touchait les cœurs. De nombreuses personnes âgées venaient la voir ensuite, certaines en pleurant, d'autres la remerciant de leur avoir donné de l'espoir. Certaines lui racontaient leurs propres histoires d'abandon, de maltraitance, de solitude. Et elle les écoutait toutes avec la même compassion avec laquelle elle avait pardonné à sa propre fille. Elena l'accompagnait à chaque intervention, assise au dernier rang, observant sa mère avec un mélange de fierté et d'admiration. Cette femme, qui avait été réduite à chercher de la nourriture dans les poubelles, se tenait maintenant debout devant des dizaines de personnes, partageant sa douleur pour guérir celle des autres. Elle était la définition même de la vraie force. Un jour, après l'une de ces interventions, une femme âgée s'approcha de la mère d'Elena, les yeux remplis de larmes. « Madame, merci d'avoir partagé votre histoire. Ma fille m'a chassée de sa maison il y a 2 mois et je pensais abandonner, mais vous m'avez donné de l'espoir. Vous m'avez montré que je peux survivre à cela. » La mère d'Elena l'enlaça fortement. « Oui, tu peux, ma petite, oui, tu peux. Et tu n'es pas seule. Tu n'as jamais été seule. » 1 an s'était écoulé depuis qu'Elena avait retrouvé sa mère dans cette ruelle. 1 an de guérison, de croissance, de pardon. La relation entre les 3 femmes ne redevint jamais ce qu'elle avait été. C'était impossible. Mais quelque chose de nouveau avait été construit, quelque chose de plus honnête, plus réel.
Patricia avait remboursé ses dettes, trouvé un emploi stable et poursuivi sa thérapie. Elle ne vivait plus dans l'appartement où elle avait chassé sa mère, elle avait dû le vendre. Maintenant, elle vivait dans un endroit plus petit, plus humble, mais qu'elle avait construit de ses propres efforts. La relation entre Elena et Patricia restait tendue, probablement le resterait toujours, mais elles avaient appris à coexister pour le bien de leur mère. Elena avait trouvé un meilleur travail comme traductrice pour une entreprise internationale, ce qui permettait à elle et sa mère de vivre plus confortablement. Elles purent même prendre de petites vacances à la plage, un rêve que sa mère n'avait jamais pu réaliser. Voir sa mère les pieds dans le sable, le vent faisant voler ses cheveux gris, le visage tourné vers le soleil et les yeux fermés, fut l'un des moments les plus beaux de la vie d'Elena. Un soir, alors qu'elles dînaient ensemble, la mère d'Elena dit quelque chose à ses filles qui les fit réfléchir. « Vous savez, pendant longtemps, j'ai pensé que ma vie avait été un échec. J'ai cru avoir échoué comme mère parce qu'une de mes filles m'avait abandonnée. Mais maintenant, je me rends compte que je n'ai pas échoué. Vous avez chacune eu vos propres luttes. Vous avez fait des erreurs, oui, mais au final, vous avez toutes les deux retrouvé le chemin de l'amour, et c'est tout ce qui compte. » Patricia se mit à pleurer en silence. « Comment peux-tu dire ça après ce que je t'ai fait ? » « Parce que j'ai appris, » répondit sa mère, « que les personnes sont plus que leur pire moment. Tu as fait quelque chose de terrible, Patricia, mais tu t'es aussi sincèrement repentie. Tu as travaillé pour changer, tu as montré par tes actions que tu voulais être une meilleure personne. Et ça compte beaucoup. » Cette nuit-là, après le départ de Patricia, Elena et sa mère s'assirent sur la terrasse comme elles en avaient l'habitude. Le ciel était étoilé et l'air frais et agréable. « Maman, je dois te poser une question, » dit Elena. Sa mère la regarda avec curiosité. « Comment fais-tu, comment peux-tu pardonner aussi profondément ? Après tout ce que tu as traversé, après toute cette douleur, comment se fait-il que tu ne gardes pas rancune ? » Sa mère sourit avec cette sagesse que seules les années et la souffrance surmontée donnent. « Parce que la rancune est un poison que tu bois en espérant que l'autre personne meure. Et j'avais déjà suffisamment souffert. Je ne laisserai pas la haine me voler les années qu'il me reste. Et puis, ma petite, j'ai appris que le pardon n'est pas un acte unique, c'est une décision que tu prends chaque jour. Certains jours c'est facile, d'autres c'est le plus difficile au monde, mais chaque fois que je choisis de pardonner, je me libère un peu plus. Et tu n'as pas peur que Patricia te fasse encore du mal ? Il y a toujours ce risque, admit sa mère. Mais il y a aussi un risque à ne jamais faire confiance, à vivre le cœur fermé. J'ai décidé que je préfère le risque d'être blessée de nouveau que la certitude de vivre dans l'amertume. De plus, Patricia a changé. Je peux le voir. Elle n'est pas parfaite, mais elle essaie, et ça me suffit. Elena prit la main de sa mère et la serra doucement. « Tu es la femme la plus forte que je connaisse. » Sa mère rit doucement. « Je ne suis pas forte, ma petite. Je suis juste une femme qui a vécu suffisamment longtemps pour savoir que l'amour finit toujours par gagner. Toujours. » Cette nuit-là, quand elles se couchèrent, Elena resta éveillée à penser à tout ce qu'elles avaient vécu. Elle avait traversé un océan à la recherche de la fortune, mais elle avait trouvé quelque chose de beaucoup plus précieux. Elle avait appris le vrai sens de l'amour, du pardon, de la famille. Sa mère lui avait enseigné que la vraie force n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever chaque fois que l'on tombe. Que le pardon n'est pas une faiblesse, mais la forme d'amour la plus puissante. Que les cicatrices ne sont pas des échecs, mais des témoignages de batailles survivantes. Et qu'au final, ce qui importe vraiment, c'est l'amour que l'on donne et que l'on reçoit. Tout le reste, l'argent, les possessions, l'orgueil, est secondaire. Alors si cette histoire t'a touché le cœur, si tu y as vu un reflet de ta propre vie ou de celle de quelqu'un que tu connais, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour recevoir plus d'histoires qui nous rappellent ce qui compte vraiment dans la vie. Et dis-nous dans les commentaires de quel pays tu nous regardes. As-tu déjà dû pardonner quelque chose de difficile dans ta famille ? Connais-tu quelqu'un qui a vécu une situation similaire ? Tes histoires nous inspirent et nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Cette histoire nous enseigne que l'abandon de nos proches laisse des cicatrices profondes, mais que le véritable amour a le pouvoir de guérir même les blessures les plus profondes. Elle nous montre qu'il n'est jamais trop tard pour chercher ce que nous aimons,
qu'il n'est jamais trop tard pour demander pardon et qu'il n'est jamais trop tard pour choisir l'amour plutôt que la rancune. Elena apprit que la vraie richesse n'est pas dans les appartements luxueux ni dans les emplois à l'étranger, mais dans le fait de pouvoir embrasser sa mère et lui dire qu'on l'aime. Patricia apprit que les conséquences de nos actions peuvent nous poursuivre, mais que le repentir sincère et le travail constant peuvent ouvrir des chemins vers la rédemption. Et sa mère nous enseigna la leçon la plus importante de toutes: le pardon n'efface pas le passé, mais nous libère pour construire un meilleur avenir, que l'amour d'une mère peut pardonner l'impardonnable, et que la vraie force ne réside pas dans la vengeance, mais dans le choix de la paix et de la compassion, même lorsque ce serait plus facile de choisir la haine. Souviens-toi toujours de chérir tes parents tant qu'ils sont là. Ne attends pas qu'il soit trop tard pour leur dire combien tu les aimes. Ne laisse pas l'orgueil, le ressentiment ou les difficultés t'éloigner de ceux qui t'ont donné la vie. Car un jour, quand ils ne seront plus là, tu donnerais tout pour un câlin de plus, pour une conversation de plus, pour leur dire encore une fois que tu les aimes. Et si tu as fait des erreurs, si tu as blessé quelqu'un que tu aimes, souviens-toi qu'il n'est jamais trop tard pour demander pardon, jamais trop tard pour changer, jamais trop tard pour choisir d'être meilleur. Le chemin vers la rédemption est long et difficile, mais il est possible. Cette histoire nous rappelle que derrière chaque personne sans abri que nous voyons dans la rue, il y a une histoire, il y a une famille, il y a quelqu'un qui a été aimé et qui mérite d'être traité avec dignité et compassion. La prochaine fois que tu verras quelqu'un dans cette situation, souviens-toi que cela pourrait être la mère de quelqu'un, le père de quelqu'un, quelqu'un qui compte. Merci d'avoir suivi cette histoire avec nous. Si elle t'a plu, aime-la, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et n'oublie pas de t'abonner pour d'autres histoires.